Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette belle salle des séances de la Chambre de commerce et d'industrie pour le premier numéro de Business Class, le rendez-vous économique du groupe La Semaine. Merci bien sûr à la CCI et à son président François Pellissier de nous accueillir et d'être partenaire de Business Class, partenaire également de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Je salue son directeur du centre d'affaires Jean-Christophe Labbé, l'Ordre régional des experts comptables, également partenaire avec son président Christian Berthold et sa secrétaire générale Anne-Prissy Patou. Je salue aussi notre partenaire IDMC et son directeur Antoine Tabonne. Bonjour Antoine. Chaque mois, nous aurons tous ensemble le privilège et le bonheur d'accueillir une personnalité du monde économique pour l'interroger sur son parcours, ses projets, ses défis. Le public en fin d'émission pourra également poser ses questions. Comme vous le voyez avec ces caméras de notre partenaire Wise Vision et de son équipe emmenée par Grégory Retter, cette interview est enregistrée et sera diffusée sur le site de La Semaine et sur ses réseaux sociaux et fera l'objet aussi d'un retour dans l'hebdomadaire La Semaine et dans le mensuel Éco Grand Est. Pour inaugurer ce premier numéro de Business Class, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélien Fortier, directeur général de M-Énergie et président du directoire du SLUC Basket. Merci Aurélien Fortier d'avoir accepté d'être le premier à passer sur le grill de Business Class. Vous en êtes en quelque sorte le parrain et donc je vous en remercie chaleureusement. Vous êtes bien installé sur le canapé, le café est pris, un verre d'eau, tout va bien. Aurélien Fortier, nous allons parler bien sûr du SLUC et de ses ambitions sportives et économiques qui évidemment vont de pair. Nous allons parler également de M-Énergie, l'entreprise que vous dirigez au quotidien. Mais avant, abordons un peu votre parcours, sans remonter pour autant à l'école primaire. On peut toutefois préciser que vous êtes Vosgien, natif je crois de Vittel, et que jeune bachelier, vous auriez aimé être pharmacien. Oui, alors je suis de Contrexéville. Contrexéville, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre, donc j'ai fait la boulette. Si je ne suis pas, malheureusement pour moi, le meilleur ambassadeur du contrat minceur. Oui, effectivement, oui, j'ai tenté la fac de pharmacie. La première année, j'ai plus profité du baby-foot et des belotes de comptoir que de la fac de pharma. C'est formateur aussi. C'est formateur aussi. Et la seconde année, j'ai échoué à quelques places. C'était un numerus clausus assez compliqué. Et comme le niveau des notes était pour autant très bon, j'aurais pu faire une deuxième année de DUC-B. Il y avait une équivalence de validation de la première année, mais je voulais pas repartir sur des études longues, donc je suis reparti sur des études courtes et sur un DUT de génie des procédés à l'IUT du Montet à Nancy. Et donc vous avez poursuivi justement en carrière quand même un peu scientifique jusqu'au point d'être presque ingénieur. Enfin, il y a eu plusieurs étapes, mais oui, je fais une licence de génie des procédés sur le traitement de l'eau en station d'épuration et sur les eaux industrielles, puis une maîtrise sciences et techniques de génie des procédés. Je suis rentré j'ai répondu un lundi matin à une annonce des cahiers du Figaro et à l'époque la Compagnie Générale des Entreprises Automobiles, qui est devenue Vivendi Environnement après, en partie d'ailleurs, cherchait ses futurs cadres pour faire une formation à l'Institut de l'Environnement à Paris avec Cergy Pontoise avec l'ESSEC. Et donc j'ai eu la chance d'être embauché par Veolia et de faire mes études par alternance chez Veolia pour valider un bac +4. Et puis en cours du soir, parce que je m'ennuyais, j'ai passé au CESI des modules pour être ingénieur en génie des procédés. Et j'ai pas tout à fait fini parce qu'il me manque un module de thermodynamique. Mais en fait, c'est tellement chiant que je ne le passerai jamais. Donc déjà, on voit voilà, un peu pas de l'hyperactivité, mais la volonté, voilà, d'être sur plusieurs fronts à la fois, quoi, même durant les études. Oui, je pense qu'être hyperactif, effectivement, c'est pathologique, me semble-t-il, mais je crois l'être. Ouais. D'accord. Et donc une carrière chez Veolia qui s'est poursuivie. En quelques mots, vous pouvez nous la décrire rapidement? Oui. Alors c'était très surprenant et très formateur parce que j'avais 23 ans et Veolia m'a dit vous allez prendre la responsabilité qualité, sécurité, méthode de nos activités de nettoyage industriel au Mans. Alors, ça faisait quand même beaucoup d'informations qui n'étaient pas forcément très sympathiques au départ.
Et je suis arrivé dans un contexte où le responsable qualité, sécurité, méthode s'était tué une semaine avant sur la route à 3 heures du matin. Ouais. Donc je suis arrivé dans son bureau et la première chose que j'ai dû faire, c'est faire ses cartons et ranger ses petites affaires pour les envoyer à sa famille. Oui, à 23 ans, c'est un peu rude. Voilà. Et après, je me suis fait fort en sa mémoire de réussir à certifier cette entreprise ISO 9000 un an et demi après. Alors que je connaissais absolument rien à la qualité et que l'organisation n'est pas ma première qualité. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Et ensuite, je suis rentré dans l'Est pour des raisons personnelles, puisque j'ai connu mon épouse au cours de cette formation, enfin ma future épouse au cours de cette formation. J'ai basculé sur les activités de déchets, sur les gestions de collecter de déchets sur les sites industriels. Et puis j'ai eu la chance d'être chef de projet pour la création de la joint venture entre Peugeot et Veolia, qui externalisait tous ses moyens services techniques généraux. C'était 100 millions de budget de fonctionnement avec un gros plan de productivité. Et on a réussi, sur les activités qui étaient les miennes, à réduire de 100 millions à 82 millions. Donc, ça sur les sites industriels de Peugeot, c'est ça Sochaux, Mulhouse et Vesoul. Voilà. Donc une économie substantielle. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ce qu'il fallait vraiment, c'était des data rooms et des workshops pendant 2 ans. C'était absolument très intéressant. Data room et workshop, c'est les 2 mots d'anglais que je connais. Et puis dans le domaine du basket, il y en aura peut-être un peu plus. Ouais, mais je suis pas très bon quand même. Et puis ensuite, j'ai pris la direction des marchés industriels de Veolia. Donc tout ça, ça se résume en quasiment un peu moins de 10 ans. Veolia m'a donné la direction des activités de nettoyage industriel dans l'Est de la France. Et c'est au moment où Veolia avait un endettement absolument colossal et devait se séparer d'actifs non stratégiques pour 360 millions d'euros. Les activités de nettoyage industriel en faisaient partie. J'avais la chance à ce moment-là d'être géré directement par la présidente des activités de nettoyage qui n'est autre que Estelle Brachianov, qui est devenue la directrice générale exécutive de Veolia. Et donc, ils ont cédé leurs activités de nettoyage à un groupe qui s'appelait à l'époque TFN Propreté, qui est devenu le groupe Atalian. Et donc vous avez basculé avec J'ai basculé avec ce transfert-là, seul survivant au bout d'1 an, parce que tous les autres se sont fait débarquer. Et j'ai réussi à tenir une petite dizaine d'années chez Atalian, ce qui est un record de longévité pour cette entreprise. Et donc je gérais au départ à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis à la fin, avec les opérations de croissance externe successives, c'était quasiment 200 millions et quasiment 12 000 salariés. Donc là, on est en quelle année à peu près sur la fin de votre parcours chez Atalian ? La fin du parcours, c'est mars 2021. D'accord. Et c'est là que vous rencontrez Dominique Massonneau ? Alors, vous l'aviez peut-être rencontré déjà avant. Alors non, pas du tout. Enfin, si, je l'avais rencontré, on s'était salué 2-3 fois, mais sans se connaître du tout. En fait, j'ai décidé de quitter Atalian en décembre 2020 et j'ai négocié mon départ pour des conditions de validation de compte qui ne me convenaient pas. Et j'ai rejoint, donc je n'avais rien, et il se trouve qu'un cabinet de recrutement est venu me chercher pour le poste chez M-Énergie, avec un certain nombre d'autres candidats, que M. Massonneau a fait le choix de me faire confiance, et j'ai rejoint l'aventure en mai 2021. Voilà, donc Dominique Massonneau, président de M-Énergie, et donc vous êtes recruté en tant que DG, directement. En tant que directeur général, c'est ça, tout à fait. Donc on va s'attarder un peu sur M-Énergie, justement. Est-ce que vous pouvez nous redresser un peu le tableau un peu de l'entreprise ? Oui, alors M-Énergie, c'est une société au départ, historiquement, les gens connaissent M-Énergie davantage sous le nom de Solorec, avec des implantations dans les Vosges, sur Nancy, un peu sur Metz. C'est un groupe qui était dirigé par Patrick Steinmetz et présidé donc par Dominique Massonneau, et qui s'est fait par opérations de croissance externe successives. On a quasiment une 50aine d'opérations de croissance externe. Moi, j'ai pris la suite de Patrick Steinmetz quand il est parti en retraite. Le groupe a commencé autour de 5 à 6 millions d'euros. Aujourd'hui, on vient de clôturer les comptes 2022 et on va clôturer à 64 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un prévisionnel budget 2023 autour de 74 millions d'euros. On continue les acquisitions et surtout le job pour lequel j'ai été embauché est
plutôt d'essayer de relever le taux d'EBITDA et de faire en sorte que les acquisitions qu'on va faire aient des ROI un peu plus courts que les opérations précédentes. Alors, petite reprécision sur l'activité même. Oui, les activités, en fait, il y a deux activités. Il y a la moitié du chiffre d'affaires qui concerne le B2C sur une activité qui s'appelle M Energy Service et qui va donc majoritairement se traduire par l'entretien de chaudières murales, le remplacement d'appareils avec une vraie mutation vers les énergies renouvelables, où on pose de plus en plus de pompes à chaleur RR ou RO, et du photovoltaïque qui est en plein boom. On a des activités notamment au Luxembourg qui sont quasi dévolues au développement du photovoltaïque, parce qu'il y a un système d'aide luxembourgeois qui est très fort là-dessus. Et l'autre activité du groupe, c'est de la gestion de moyenne et grosse puissance, où on va exploiter des chaufferies collectives pour des bâtiments haussmanniens à Paris, en région parisienne, quelques gros sites industriels. On va gérer des centrales de traitement d'air, des réseaux d'eau glacée et des chaufferies. Et puis ensuite, on a des chaufferies collectives chez les bailleurs sociaux, et notamment particulièrement dans l'Est, avec les plus gros bailleurs sociaux qui sont quasiment tous clients de M Energy. Donc c'est 50-50 de chiffre d'affaires. Et la stratégie, c'est toujours de développement à la croissance externe. La stratégie édictée par notre président, par mon président Dominique Massonneau, c'est de continuer ces opérations de croissance externe, rationaliser les agences à taille trop petite, et puis améliorer le niveau de résultat pour améliorer la profitabilité et donc la valeur de l'entreprise. En termes vous êtes pratiquement en termes d'effectifs, pratiquement une UTI, quoi. Vous êtes à 500 collaborateurs. On sera à 500 sur la fin d'exercice, oui, tout à fait. Avec une particularité, je crois. Enfin, moi, ça m'a marqué lorsqu'on en a un peu parlé entre nous. C'est que vous travaillez aussi avec des maisons de champagne. Alors, oui et non. Nous sommes sur une acquisition d'une entreprise qui... C'est pas fait encore. Non, c'est pas fait. Ça ne saurait tarder. Monsieur Massonneau doit défendre le dossier dans les 48 heures. Et normalement, effectivement, on aura une bonne surprise pour travailler sur de la production de froid sur les cuveries des maisons de champagne. Oui. D'accord. Est-ce que actuellement, on le sait, dans le domaine de l'immobilier, de l'habitat, on arrive à un pic, on est en train d'un peu de redescendre, on est peut-être arrivé même d'ailleurs à un creux de la vague, le marché se contracte. Est-ce que M Energy est touché, risque d'être touché par ce ralentissement à venir dans le domaine de l'immobilier? Alors non, parce qu'on n'intervient pas sur les travaux neufs, on est vraiment sur de la rénovation, sur les marchés de rénovation. En revanche, il y a un premier phénomène qui est la crise énergétique avec le prix du mégawattheure gaz qui s'est envolé et la mise en place du bouclier tarifaire où ça nous génère des difficultés importantes en tant que en termes de BFR, enfin de besoin en fonds de roulement, parce que nos clients généralement nous payent l'écart entre le prix du mégawattheure et le bouclier tarifaire en attendant qu'on touche nous le bouclier tarifaire. Donc aujourd'hui, ça a un impact de quasiment 2 millions d'euros sur notre BFR, ce qui est colossal au niveau de la taille du groupe. Et puis ensuite, de plus en plus, les politiques des collectivités locales sont la mise en place de réseaux de chaleur urbains, avec dans certains cas de collectivités des obligations de raccordement. C'est le cas sur Paris. Donc plus il y aura de raccordement au réseau de chaleur, moins il y aura de chaufferies collectives alimentées en propre par du gaz. Pour autant, aujourd'hui, ça c'est la stratégie globale des collectivités, mais aujourd'hui elles ne sont pas en capacité de fournir le PCI et le PCS suffisants pour pouvoir alimenter l'intégralité du réseau. Donc normalement on est sur une échelle de temps qui nous oblige à être extrêmement agile sur nos organisations, mais on devrait avoir quand même encore une échelle de temps assez favorable sur ces points. Puis ensuite ça nous oblige à faire un vrai brainstorming sur les solutions énergétiques qu'on doit apporter aux bâtiments. Moi je suis convaincu qu'on doit proposer un mix énergétique sur les bâtiments, une certaine forme d'autonomie énergétique entre du photovoltaïque, de la de la pompe à chaleur hybride et pourquoi pas de la géothermie ou d'autres systèmes de chauffage. Donc là, vous évoquez un certain nombre de développements. Ça nécessite automatiquement d'adapter aussi ces équipes, parce que voilà, faire du photovoltaïque, de la géothermie, c'était peut-être pas le métier premier d'M Energy, et y compris des collaborateurs. Donc je crois qu'il y a un gros enjeu RH aussi en termes de oui. Transformation des métiers. Donc il y a réorganisation, enfin restructuration, vous l'avez dit, mais il y a aussi transformation des métiers. Oui, alors c'est exactement ce que Monsieur Massonneau m'a évoqué quand il m'a recruté, à me dire il va falloir accompagner donc cette transition énergétique et puis former nos chauffagistes vers des frigoristes, parce que c'est absolument pas le même métier, les mêmes qualifications. C'est la mutation qu'on est en train d'opérer au niveau du groupe.
Ce qui est très bien, c'est que ça nous permet de donner des perspectives à nos collaborateurs et de leur apporter un peu de visibilité sur de l'opérationnalité et puis sur des évolutions de carrière. Et ce que nous venons de mettre en place au niveau du groupe, qui est un point qui me tenait à cœur, c'est on est en train de mettre un centre de formation interne à Ludre. Au siège social? Au siège social, nous permettant d'avoir des formations de nos techniciens, que les populations un peu plus âgées, qui ont potentiellement des TMS ou d'autres, ou qui ont envie de faire un peu autre chose et qui ont des capacités à passer, à être un peu formateurs et un peu pédagogues, vont pouvoir former les nouvelles générations sur un banc d'essai, tant sur le chaud, sur le froid, sur les automatismes. Donc c'est à la fois effectivement que les plus anciens d'entre vous, ceux qui sont un peu marqués par le métier, se transforment en tuteurs, intégrer du monitorat pour les jeunes que vous recrutez. Exactement. Ça fait partie du programme de GPEC, enfin de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est un peu notre fer de lance. Donc question habituelle lorsqu'on a un chef d'entreprise devant soi, c'est actuellement pour recruter, c'est galère pour vous ou ça va pour M-Énergie? C'est compliqué, je dirais peut-être un peu moins compliqué que le marché d'une façon générale, mais ça reste effectivement extrêmement tendu. Et puis il y a, comme tous les chefs d'entreprise le disent, il y a réellement un avant Covid et après Covid sur le rapport au monde du travail. Et ça nous oblige, moi j'y vois forcément que du positif, parce que ça nous oblige à être encore un peu plus créatifs et à être différenciants dans ce qu'on va pouvoir proposer à nos techniciens pour pouvoir les faire venir. Donc on sera peut-être à la semaine à 4 jours. Monsieur Massonneau réfléchit, pourquoi pas une ouverture du capital aux salariés. Et tout ça, c'est des éléments extrêmement structurants pour une entreprise. Et on est obligé d'y réfléchir de toute façon. On est obligé d'y réfléchir si on veut pouvoir avoir un avenir à peu près clair. Et puis donc, vous avez dit vous avez rejoint en 2020-2021 M-Énergie, 2021, voilà. Et puis il y a eu l'aventure du SLUC qui a démarré un peu de temps après. Avant, c'était en 2019. Oui. C'était en 2019, voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de passionnés du SLUC dans la salle, donc ils connaissent l'histoire par cœur, mais tout le monde ne connaît pas. Parce que vous pouvez nous raconter aussi comment vous avez été amené à prendre la présidence du directoire du SLUC Basket. Oui, alors déjà un petit feedback. Il y a un certain nombre de personnes dans cette salle qui sont avec moi au SLUC, soit l'association, soit au directoire, dont je dirai un mot juste après. Généralement, quand on est passionné du SLUC, on y rentre soit parce qu'on a des enfants qui font du basket, soit parce qu'on est partenaire ou abonné à titre personnel, souvent parce que on a une entreprise qui met un petit peu de sous au SLUC pour soutenir le projet, et puis on se prend au jeu et à la passion, et puis assez logiquement, parce qu'on a investi, on nous propose de rejoindre l'aventure. C'est le cas de François Suki ici présent, ou de Stéphane Scherer qui est avec moi au directoire, qui étaient partenaires bien avant moi du SLUC Nancy Basket. Donc moi, en l'occurrence, la façon dont j'y suis rentré, c'était à l'époque de Christian Fra. Le rond central était sponsorisé par Clarion France, qui en l'occurrence, dont la présidence Europe était traitée et gérée par mon oncle et mon parrain, qui en partant en retraite m'a dit: est-ce que tu penses qu'au niveau de TFN Propreté vous pouvez prendre le rond central? On a pris le rond central pendant 3 ans. C'était 60 000 €, c'est un budget conséquent pour le SLUC. Et puis je connaissais absolument pas, enfin je regardais quelques matchs de basket, mais j'étais pas picousé basket parce que j'avais d'autres passions sportives. Lesquelles au passage? L'athlétisme. Oui, parce que quand vous étiez jeune, vous étiez pas mal. Combien au 100 mètres déjà? 11-20. Ouais. Et puis je faisais pas ce poids-là. Et puis donc je suis rentré en tant que partenaire. Donc on avait nos places, on gérait nos invités, et puis on avait à la fois de la visibilité, de l'hospitalité, et puis je me suis rapproché de Christian Fra, des organes de contrôle du SLUC. Il se trouve que je connais aussi très bien le président du conseil de surveillance, André Weber, et puis chemin faisant, on m'a proposé, mon prédécesseur m'a proposé de rejoindre, je parle de Philippe Durst, m'a proposé de le rejoindre au directoire. Et puis en juin 2019, le conseil de surveillance qui devait réélire les membres du directoire fait le choix démocratique de ne pas redonner sa confiance au président du directoire. Et Philippe Durst, et je ne vais pas m'apesantir sur ce sujet parce que c'est pas moi qui ai voté, c'est les membres du conseil de surveillance. Il faut quand même toujours bien remettre l'église au milieu du village. Donc ils ne redonnent pas leur confiance à Philippe, qui, soit dit en passant, a fait à minima 2 très bonnes choses pour le club, recruter Yuri Verriaras, le directeur général actuel, et Marie Garcia, notre directrice administrative et financière, qui font l'un et l'autre un travail remarquable.
Daniel Cerruti, membre du directoire, ne souhaite pas poursuivre l'aventure. Joël Vigneron, qui nous a quittés depuis, ne souhaite pas poursuivre l'aventure. Il restait 2 personnes, Laurent Eisenbach représentant l'association et ne pouvant donc pas prendre la présidence du SLUC compte tenu de ses statuts, et moi-même. Et André Weber me demande de bien vouloir prendre la suite. C'est donc sans doute un choix par défaut. Et donc j'ai pris cette. Vous avez réfléchi un peu. Enfin, ça s'est passé comment ça? En fait, vous le sentiez venir, enfin, ou non, même je, si ce qu'on. Je le sentais absolument pas venir parce que je pensais qu'on allait pouvoir recontinuer l'aventure avec Joël, Daniel et Philippe. Et moi, ça m'aurait bien convenu comme ça. Chacun pouvait apporter, à mon avis, des choses très complémentaires. J'ai simplement demandé au président d'Atalian, s'il était d'accord pour que je prenne cette présidence. Ce à quoi il a répondu favorablement, sinon je l'aurais pas fait. Voilà. Et puis ensuite, j'ai constitué un directoire qui a été remodelé entre-temps, donc avec l'arrivée de Stéphane, ici présent. Et aujourd'hui, je pense qu'on est une équipe extrêmement solide, à la fois au directoire, à la fois pour traiter les sujets sportifs et les sujets marketing. Ça fonctionne plutôt très bien. On va parler d'avenir, mais on revient un peu parce que comme sur ce court passé, enfin sur les 2-3 dernières années, parce que quand vous reprenez le club, enfin quand vous êtes nommé élu président du directoire, les finances, c'est pas ça. L'entreprise SLUC est en difficulté. Vous disiez une pépite en mort cérébrale financièrement. Oui, alors c'est clairement le cas. En fait, le capital social du SLUC Nancy Basket, c'est 500 000 euros. Capital social intégralement bouffé et report à nouveau de moins 775 000 euros. Ça, c'était la situation qu'on a récupérée. C'est l'héritage du club. Donc, le 30 juin, on est élu. Le début juillet, on se fait une convention un petit team building sur une journée avec comme objectif un plan de productivité. C'est exactement ce que je faisais en fait dans mon job. Et c'est aussi pour ça qu'André Weber avait souhaité me donner cette responsabilité. Donc on a monté un plan d'économie de 230 000 euros par an la première année, puis de façon récurrente 150 000 euros. Ce qui nous a permis entre sur les exercices 2020, 2021, 2019, 2020, 2021, 2022, de passer d'un report à nouveau de moins 775 000 euros à moins 380 000 euros. Donc on a réussi à faire la moitié du chemin en 3 ans. Donc on a reconstitué une partie du capital social. On aurait pu cette année arriver à plus de la moitié des fonds propres, puisqu'on va clôturer à un 0+ sur l'exercice après avoir dû tamponner sur l'exercice une charge d'exploitation exceptionnelle sur un prud'homme. On peut le dire un peu parce qu'on est presque entre nous, mais voilà, on n'est pas vraiment entre nous. Et c'est le prud'homme lié, à l'éviction du secrétaire général, ou je sais pas quelle était sa fonction notamment du DG précédent. C'est pas une éviction puisqu'en l'occurrence il avait démissionné et pour autant de façon très étonnante le tribunal a considéré tout autre chose. Bref, il y avait 190 000 euros qu'il fallait sortir. 190 000 euros et on avait une provision de 30 000, il restait 160 000 à décaisser et malgré ça vous arrivez à 0+. On arrivera à 0+. La performance est là, ouais. Exactement. Ouais. Donc tout va bien sous le soleil. Donc en plus tout va bien sous le soleil parce qu'en mai dernier donc vous arrivez, le club se maintient en terminant 14e du championnat, donc se maintient en Betclic Elite, donc tout va bien sous le soleil. On parle maintenant, vous travaillez maintenant évidemment sur la saison 2023-2024. Alors juste pour revenir sur le budget était de combien sur l'exercice précédent, sur la saison précédente? Le budget prévisionnel, parce qu'en fait dans le basket comme dans tous les clubs, entre le budget prévisionnel et finalement la fin d'exercice, il peut y avoir des mauvaises surprises ou des bonnes. On avait monté un budget prévisionnel à 4,3 millions. On va finir à 5,3 millions. Alors ce qui est absolument extraordinaire, bien évidemment, on a quand même des extournes de provisions. On avait des avoirs Covid qui finalement ont été extournés aussi cette année. Les actionnaires ou des partenaires ont remis au pot pour pouvoir conserver Mike Scott. Donc on a tous ces effets. Mike Scott, c'est là, voilà, le joueur qui est devenu justement un peu la dernière saison, un peu la mascotte. Oui. Enfin pas la mascotte, plus que la mascotte, un joueur clé et en tout cas très
très suivi, oui. par le public, quoi. Voilà, donc 5,3 millions d'arrêtés à peu près à l'exercice 30 juin 2022. Et on a fait un budget prévisionnel à un gros 5 millions. C'est-à-dire globalement une performance légèrement supérieure à l'année dernière, retraitement fait de l'exceptionnel. Et puis on a déjà en tête avec Laurent, Philippe et Stéphane de faire une actu budgétaire assez rapide pour aller rechercher quelques subsides et nous permettre de réallouer l'écart budgétaire qu'on pourrait avoir, enfin l'actu à la hausse sur la masse salariale joueur. Voilà. Alors justement, avant de parler encore de l'avenir, on va juste pour expliquer un petit peu comment est composé un budget d'un club comme le SLUC Basket. Alors vraiment à peu près dans les grandes masses de tête. En termes de ressources déjà. Okay, 5 millions de budget, on va partir sur le budget de cette année, 5 millions de budget, 2,4 millions de partenariats privés, 1,350 million de subventions publiques, 1 million de la métropole, 1,1 million de la métropole, 200 de la région, 30 000 du département, à peu près. Il y a du TTC, il y a du hors-taxe, les taux de TVA sont pas les mêmes, il y a de la prestation, de l'hospitalité, il y a de la subvention, enfin. Ensuite, abonnement plus billetterie, à peu près 750 000 euros. Séminaire, environ 150 à 200 KE. Et l'écart, si vous faites la somme de tout ça, vous devez avoir à peu près un écart de 250 000 euros. Et l'écart, c'est les échanges de marchandises qui sont valorisés en chiffre d'affaires et qui sont déduits en charge. Ouais. Alors là-dedans, si on compare par exemple à un club de foot qui peut jouer en élite, et souvent les droits télé. Par contre, là, au niveau du SLUC, il n'y a pas ni droit télé, ni rétribution un peu de la ligue. C'est un peu compliqué, là. Il n'y a strictement rien, effectivement. On l'a eu dans le passé. Hein, ouais. Parce que quand la Ligue nationale de basket avait son partenariat avec RMC Sport, c'était 10 millions qui étaient donnés à la Ligue et qui étaient donc reversés en partie au club. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est une manne financière que nous avons moins. Et globalement, cette manne financière, quand elle était rétribuée au club, la rétribution par club permettait finalement de compenser les frais d'engagement, parce qu'ils sont de 120 000 euros par an. Donc aujourd'hui, on a bien les 120 000 de charges, mais on n'a pas de quoi les tamponner en face. Ou du moins, on a notre destin en main sur ces sujets. Vous parlez tout à l'heure de la masse salariale, là aussi pour donner donc on peut pas évoquer les contrats des joueurs, mais globalement la masse salariale pour le club, ça représente la masse salariale joueur. Oui, sur notre version, sur notre V0, ouais. 940 000 net. On a comme ambition commune avec Stéphane, Laurent et Yuri d'aller chercher assez rapidement 1 million, donc 60 000 net. Donc, quand on parle de net, c'est parce que le joueur ne raisonne qu'en net. Donc, si c'est 60 000 net, il faut considérer que c'est 120 000 coûts entreprise. Et puisque pour aller chercher ça, il faut aller chercher de nouveaux partenaires, le coefficient est globalement de 1 à 3. Donc, si on veut 120 000, si on veut pouvoir donner 60 000 net joueurs, soit 120 000 de coûts de masse, il faut aller chercher 360 000 de partenariats. Entre les coûts techniques, l'hospitalité, les places, la bouffe et d'autres trucs. Et donc l'objectif, c'est quoi, de réussir en cours d'année, enfin pour la saison à venir, d'atteindre quoi le million. Enfin, c'est pas un objectif, une barre, mais c'est quand même symbolique en termes de. Ce qu'on s'est donné, donc comme je viens de le dire, en fait, passer de 940, qui est la version qu'on a défendue à la DNCG la semaine dernière, qui est passée très facilement parce qu'ils ont bien vu que le club allait quand même beaucoup mieux. Passer de 940 à 1 million, notre objectif, ça, c'est pour le 1er septembre. Et notre target, c'est entre le 1er septembre et le 31 décembre de réussir à aller rechercher 50 000 de mieux pour être à 1 million 050. Donc, ce qui nous obligerait à être autour de 5 millions 5 de budget, ce qui, à mon avis, n'est pas, est à peu près globalement est à peu près jouable. Et puis, je souligne parce qu'il est présent, Stéphane Scherer est très utile et très impliqué pour nous aider sur ces sujets marketing et pour apporter un regard complémentaire au travail de Yuri Verieras. Donc, avec les équipes marketing, je pense que ça va fonctionner. Donc, on a l'intersaison, on négocie avec les partenaires aussi. Oui. Comment ça va, ça suit? Comment justement, je voulais vous demander quelque chose, si vous avez votre chéquier ou... Prenez la carte.
Alors Stéphane, je crois qu'on a passé 50 000 euros en prévisionnel d'aide de la semaine. En échange? Non, pas en échange, justement. Non, parce que les échanges, on les a fortement réduits. En fait, quand on a pris le club, il y avait quasiment 600 000 euros d'échanges, on les a réduits à 200. D'accord. Donc, mis à part la semaine, évidemment, il y a d'autres partenaires également. Non, sérieusement, c'est ce que c'est compliqué actuellement avec les partenaires privés? Je parle pas. Alors, c'est compliqué. Je parle budgétairement, je parle pas relationnel. Donc, relationnel, là, je pense qu'il y a un engouement autour du club, également au niveau des partenaires. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué à deux égards, en l'occurrence, notre augmentation d'objectifs de budget. D'une, parce que quand vous voyez qu'on a la meilleure affluence de France et qu'il reste globalement à peu près 150 places par match au max, finalement, notre relais de croissance sur la billetterie sèche ou sur les abonnements, c'est les 150 places. Ensuite, pour ceux qui sont déjà venus au VIP, même s'il est de grande qualité, on commence à être les uns sur les autres parce que on manque d'espace. La salle ne pouvant pas être modifiée, ne pouvant pas accueillir plus de 6000 personnes aujourd'hui, finalement, on est limité sur ces points. Et ensuite, sur de la visibilité pour les partenaires, toutes les entreprises qui ont souscrit à des PGE vont quand même bien devoir les rembourser. Je pense qu'il va y avoir des points de contraction forts et qu'il va commencer à y avoir, à mon sens, de grosses difficultés sur les entreprises. Entre sponsoriser le SLUC et sauver son entreprise et son core business, je pense que les entreprises sagement sauront donner une priorité à la sauvegarde de leur business plan. Et les relations avec les collectivités? Les relations avec les collectivités, alors elles sont très bonnes. On s'est dit les choses il y a 2 ans quand il fallait se les dire. Je pense que ça a été entendu de part et d'autre. Ensuite, il faut pas nier le fait que les collectivités locales ont également été fortement impactées par les coûts de l'énergie et qu'elles n'ont pas de relais financier pour nous accompagner davantage ou du moins dans des proportions importantes. À contrario de mon propos, je pense que la métropole doit savoir entendre aussi que l'affluence du SLUC Nancy Basket en termes d'ancrage territorial et avec toutes les actions que nous menons, c'est quand même un point extrêmement fort. Et si la métropole ou la région sont en capacité de nous aider un tout petit peu au-delà des conventions actuelles, on en sera forcément ravis. Je pense simplement qu'aujourd'hui, on le voit bien dans le paysage de la métropole, les difficultés sportives sont réelles. 5 clubs de salles, salles ou extérieures avec la SNL, mais c'est quand même beaucoup. Oui. Bien évidemment, la collectivité ne peut pas démultiplier les subventions et ses soutiens. Pour autant, je crois que dans l'élite, il y a aujourd'hui le volley féminin et le basket masculin. Chacun doit prendre sa part de responsabilité et nous, on prend la nôtre. Et je l'ai toujours dit à Mathieu Klein et Hervé Ferron, on doit créer notre propre économie. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, je crois qu'on doit être également soutenu par les collectivités et pas forcément que sur de l'argent. On essaye de créer et de proposer des solutions. On a proposé notamment un bail amphithéotique sur le Palais des Sports, ce qui était extrêmement challengeant pour nous parce que ça deviendrait notre outil de production et donc on aurait l'obligation de le rentabiliser. Aujourd'hui, le sujet n'avance pas forcément énormément. J'ai bien conscience que le SLUC n'est pas la priorité de la métropole et qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Pour autant, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Enfin, est-ce que Mathieu Klein ou d'autres vous répondent lorsque vous revenez sur le Mathieu pas forcément directement parce que je crois que, comme je le disais, il a vraiment d'autres préoccupations et Hervé Ferron également. Nos interlocuteurs d'une façon générale, Claude Pourchet, le directeur des sports. Donc les relations sont très bonnes, mais aujourd'hui, si vous voulez, ils ont lancé un audit sur le Palais des Sports Jean Veil par une société privée qui est habituée à travailler, qui a déjà travaillé sur la JL Bourg et sur le Rhenus de la SIG pour trouver quelle serait la meilleure solution, parce que l'association, vous savez qu'il y a la SASP SLUC Nancy Basket et il y a l'association support. Et d'ailleurs, c'est l'association qui détient les droits sportifs d'engagement de la section professionnelle. C'est comme ça dans tous les clubs. L'association est également demandeuse de projets de réhabilitation, d'agrandissement et d'être associée à ces projets métropolitains avec la SASP. Donc, on va voir normalement ce prestataire extérieur doit rendre sa copie pour le 30 juin à la métropole. J'espère qu'il y aura une vraie concertation sur ce sujet et je crois que ça sera le cas parce que je vous dis les rapports sont très bons. Toujours est-il que nous on a plein de projets. On voudrait absolument les vecteurs de croissance pour notre club sont exactement le calque de ceux de la JL Bourg qui d'ailleurs est le seul club de l'élite du basket à avoir obtenu le label or la semaine dernière. Et le SLUC a eu le label argent. C'est la première fois. Vous êtes monté d'un cran. Voilà.
Et en fait, donc c'est un label décerné par la Ligue. Hein. Exactement. Il faut qu'on crée notre propre économie. Et les relais de croissance de notre économie, c'est avoir un musée SLUC, c'est faire un restaurant. Un musée SLUC. Un musée SLUC. Oui. Avoir un restaurant, pourquoi pas avec un musée vivant entouré par ce restaurant, des salles de formation, des salles de divertissement, enfin vraiment quelque chose un entertainment qui nous permettrait que les familles viennent du midi jusqu'après match et l'après-midi puissent faire du basket 3-3 en lien avec l'association. On a quand même tous ces jeunes formés à l'association, soit en tant que futur coach, soit en tant qu'arbitre, qui peuvent avoir aussi ce projet un peu structurant. Il y a la partie restauration, on peut mettre des flippers, on peut mettre des machines à shoot, on peut faire plein de choses qui sont un peu sympas. Dans tous les cas, pour cela, il nous faut aujourd'hui du foncier, il faut pouvoir avancer avec la métropole, on ne pourra pas le faire seul. Et comme j'ai déjà pu le dire aux différents élus, moi j'attends leur aide là-dessus, parce que s'ils n'ont pas capacité à nous donner davantage d'argent, ce qu'on comprend vraiment, totalement, réellement, dès lors qu'on a capacité à se bouger et à apporter des idées et tenter d'être agile, il faut qu'on soit soutenu sur ce point. Nancy est une terre de basket, au-delà du fait de le dire, il faut qu'on ait capacité à ce que ça le reste. Est-ce que le terreau est là, enfin, la structuration, enfin voilà, vous avez redressé le club, l'engouement du public est là, oui. Une meilleure influence. Moi j'ai rien fait, c'est nous avons redressé le club. Mais... Ouais. Voilà. Ouais. Donc maintenant, s'il faut passer effectivement à l'étape du dessus, à l'étape supérieure, il faut qu'on vous donne. On a besoin de soutien. Parce que justement, en termes de budget, si on se compare avec d'autres grands clubs, voilà, 5-6 millions, ça reste la partie inférieure en termes de budget. Oui. La moyenne doit être autour de 6,5 millions avec Monaco à 21 millions, qui est complètement hors sol, et l'Asvel à 16 millions. Ouais, donc 3 à 4 fois plus. Voilà. Et puis la médiane doit être autour de 6 millions. Et effectivement, l'année prochaine, le challenge, c'est qu'on va passer, l'élite va passer de 18 clubs à 16 clubs, donc il y aura 3 descentes. Donc je redis bien, c'est bien à nous à prendre nos responsabilités sportives et à prendre des paris, d'autant qu'il s'agit d'une SASP, donc une société privée. En revanche, on a besoin de soutien des collectivités, et encore une fois, pas que financier, mais potentiellement organisationnel ou sur des projets, pour nous donner de la visibilité, pour nous permettre de rester durablement dans l'élite. Parce qu'on sait bien que le sport, c'est plein d'incertitudes. On le voit sur des clubs amis de la métropole, et finalement, rien n'est jamais acquis. Donc, les objectifs sportifs pour cette année, c'est pour la saison qui va démarrer, le maintien. Oui. Un peu plus que le maintien. De nouveau, voilà. En fait, les objectifs qu'on s'est fixés avec l'équipe dirigeante, la priorité va être le maintien. Effectivement, il faut pas se mettre trop de pression quand même au-delà de cela. Pour autant, on aimerait bien réussir à finir dans les 10 premiers. 5,5 millions de budget. On s'est fixé comme target dans les 2 ans à venir avec Laurent, Stéphane, Philippe et Yuri de réussir à aller chercher 6,5 millions de budget et d'aller chercher la dernière place des playoffs pour pouvoir... 8e, voilà. Pour pouvoir choper d'une part les playoffs et permettre au public nancéen de voir des matchs encore un peu plus sympas dans un contexte différent, et puis éventuellement aller chercher une place européenne. Maintenant, en termes de budgétaire, il faut faire très attention, puisque des clubs comme Strasbourg ou Limoges, qui sont pourtant des clubs structurés, vont finir respectivement à moins 500 000 et moins 1 million cette année, parce que l'Europe, ils n'ont pas forcément réussi à le gérer comme ils auraient pu l'envisager. Donc, si c'est pas bien appréhendé, les coûts de déplacement, ça peut être plus les coûts logistiques. Donc, il faut gérer ça au cordeau pour que ça soit une manne financière supplémentaire et pas un gouffre. C'est un peu le cas du SLUC il y a une dizaine d'années. Un mot sur l'équipe, notamment sur le coach. Il sera encore là l'année prochaine, pour la saison qui va démarrer. Oui, et Sylvain Lautier. Oui, Sylvain sera là évidemment, et je l'avais bien précisé dans 2 interviews qui avaient été données, en disant qu'il avait encore 1 an de contrat et qu'il honorerait son année de contrat. Comme ça, le sujet était clos. Et comme on a pu lui dire l'an passé, un engagement réciproque, un engagement contractuel se respecte. Donc, et je lui ai bien rappelé que en cours de saison, quand le bateau a fortement tangué et qu'un certain nombre de partenaires ou d'abonnés demandaient sa tête,
Personne ne l'a eu parce que la gestion et l'éthique qu'est la nôtre au niveau du directoire, c'est pas de couper des têtes et c'est pas de considérer que le coach est responsable de tout. On a été dans le passé obligé de nous séparer des 2 coachs précédents parce qu'il y avait un problème de communication et qu'on ne pouvait pas communiquer avec eux. Après, dès lors qu'il y a communication et qu'elle est extrêmement fluide, si les résultats sportifs ne sont pas là, c'est comme dans une entreprise. Parfois, on essaye d'être extrêmement investi et on n'a pas les résultats qu'on attendait. Et donc, on a renouvelé notre confiance au coach en cours de saison et il gérera bien la saison à venir. Au niveau des joueurs, là, vous avez dévoilé que votre meneur de jeu restait. Oui. Enfin, repartait pour un an, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ce qui est une grosse satisfaction parce que dans le basket, on sait très bien que tous les postes sont très importants. Il faut surtout pas les galvauder un poste par rapport à un autre, mais on sait qu'il y a vraiment une priorité sur le poste 1-3-5, sur la charnière 1-3-5. Là, on a le poste 5, Shevon Thompson, qui est un vrai poste 5. Stéphane Gombeau était plutôt un 4,5 et Stéphane est un joueur absolument extraordinaire, 9e à l'évaluation cette année ou 10e, je sais plus, mais vraiment très très bon. Mais en fait, il était pas, il manquait un peu de densité physique sur ce poste 5. Il est presque entre le 4 et le 5. Là, Shevon Thompson, 2,13 m, c'est un beau bébé, si vous l'avez vu, et globalement, ça va être un point de fixation à l'intérieur très important. Et avec la re-signature de Franck au poste 1, ça va faire une charnière 1-5, à mon avis, qui peut être solide dans le championnat. Donc maintenant, on est en recherche d'un ailier, donc poste 3 de talent avec de l'impact physique, et je pense qu'on aura une équipe qui sera sympathique. Mike Scott, donc on en parlait tout à l'heure. Oui. Il sera de nouveau là ou pas? Mike Scott, on lui a demandé un retour de principe pour fin juin. De telle sorte Sylvain Lautier lui donne la priorité du poste 4 étranger. Par contre, on a quand même besoin d'avoir une deadline pour pouvoir aller chercher quelqu'un d'autre si Mike décidait de faire autre chose. Je pense que je l'ai eu par WhatsApp il y a 2 jours. Il est assez taraudé parce qu'il a adoré son expérience à Nancy. Maintenant, être à l'autre bout du monde par rapport à sa famille, c'est quand même pas tout à fait simple. Et puis surtout, Porto Rico, c'est ça? Il joue à Porto Rico là, et surtout, il a des statistiques et notamment encore à Porto Rico dans le championnat qui font que finalement il va attiser énormément de convoitises et qui va être fortement trusté. On va revenir sur vous, Aurélien Fortier. Quel genre de président, êtes-vous? Donc on voit évidemment très investi pour le redressement du club. Aussi, vous venez de le démontrer, vous suivez évidemment l'aspect sportif, évidemment de manière assez proche. Est-ce que vous êtes le genre de président à descendre dans les vestiaires, à essayer de mettre son grain de sel? Comment ça se passe au sein du club? Expliquez-nous peut-être la répartition des rôles. Mon grain de sel, non, je crois pas. En fait, déjà, on est sur une organisation qui, au sein du directoire, est plutôt collégiale, donc les décisions, on les prend ensemble. Le rôle du président dans les statuts de la SASP, c'est plutôt justement la visibilité et les échanges avec les médias, avec les collectivités locales. Mais il n'y a pas de hiérarchie à proprement dit au sein du directoire. Ce sont les statuts de la SASP d'ailleurs qui sont écrits comme ça, donc on ne fait que les respecter. Dans la répartition des tâches, Laurent Eisenbach est systématiquement sur la constitution de l'équipe avec le coach et dans les vestiaires avant le match pour le brief avant match. Moi, je n'y vais pas. Vous n'y êtes pas. Je n'y suis pas avant match, sauf s'il y a un gros message à passer parce qu'on est en difficulté, ce que j'ai fait 2 fois au cours de la saison. De cette saison-là, ouais. Exactement. Et systématiquement, défaite ou victoire après les matchs, je vais dans le vestiaire par souci de cohésion, pour rassurer le coach, pour rassurer les joueurs ou pour les féliciter. Mais dans tous les cas, on fait en sorte qu'il n'y ait jamais des fusions dans un sens ou dans l'autre, tellement l'incertitude sportive est grande. Les matchs à l'extérieur, parce que j'ai lu dans la semaine notamment que à un moment donné vous hésitiez à l'extérieur parce que vous aviez peur de taper au chat noir. Oui, vous avez raison. À chaque fois, on prend des cartons, donc j'ai arrêté. C'était déjà le cas en Pro B et on prenait vraiment des sacrés doudounes, oui. Donc je me suis calmé sur le sujet. Vous suivez plus non, club. C'est vrai. Je suis pourtant absolument pas superstitieux, mais là je me dis qu'il y a un problème. Peut-être quelque chose.
Donc au passage, ça n'a rien à voir, mais comme je précise que c'est une présidence bénévole, hein, vous êtes... ah oui, je confirme que c'est une présidence bénévole. Coûteuse même, plutôt coûteuse. Bon. Donc on parlait peut-être aussi des questions d'emploi du temps, aussi de pouvoir... c'est peut-être compliqué à chaque fois de suivre le club à l'extérieur. Parce que j'en viens à la partie plutôt où je voudrais savoir comment vous fonctionnez lorsqu'on est à la fois DG de M-Énergie, comme 500 salariés, et président du directoire. Ça ressemble à quoi la semaine d'Aurélien Fortier? Tous les jours et les nuits. Beaucoup de restaurants. En fait, les rôles de président et de directeur général sont très différents. Ouais. Chez M-Énergie, le président est Dominique Massonneau, le directeur général c'est moi-même. Donc mon job, celui pour lequel je touche une rémunération et que j'essaye, c'est créer du résultat sur cette entreprise que je dirige effectivement. Le rôle de président, c'est de superviser globalement et de s'assurer que le plan stratégique porté par la voix du directoire est traduite dans les faits de façon opérationnelle par Yuri Verrias, qui est directeur général. Donc on doit faire très attention au respect des statuts si on veut éviter quelques déconvenues et surtout que le club continue à avancer. Donc le président et directeur général, dans ma tête, c'est très clair. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a créé quelques difficultés dans les présidences précédentes du SLUC, où les présidents étaient des patrons d'entreprise et patrons de leur propre entreprise et avaient sans doute quelques difficultés à rendre des comptes au conseil de surveillance parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de rendre des comptes puisque c'était leur propre entreprise. Moi, j'ai toujours été, depuis le début de ma vie professionnelle, dans l'obligation de rendre des comptes à ma hiérarchie. Donc pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est un peu plus facile, ou du moins c'est parfaitement clair dans ma tête. Donc la difficulté, c'est chez M-Énergie, il ne faut pas se prendre pour le président, exactement. Et au SLUC, il ne faut pas empiéter sur les prérogatives du DG. Exactement, c'est tout à fait ça. Je crois que vous avez 10% du capital avec vos prochains du SLUC. Oui, c'est ça, exactement. J'avais 0 et j'ai racheté des minoritaires. Ouais. Question aussi qu'on doit vous poser d'une manière assez traditionnelle, en termes de management. Ouais. Entre une entreprise et un club sportif, quelles sont les grosses différences, les points communs et les différences? Le point commun, c'est de réussir à créer de la satisfaction et de l'engouement dans les équipes. La plus grande difficulté, c'est que dans l'entreprise, c'est la difficulté et le sentiment d'appartenance, puisque dans une entreprise, on va essayer de travailler au long cours pour fidéliser et améliorer la performance des collaborateurs. Donc, on travaille sur la culture d'entreprise. On travaille sur la culture d'entreprise. On essaie de leur proposer des évolutions de carrière dans le temps. Et surtout, en termes ça c'est vraiment sur la partie management, dans un club sportif, vous avez des joueurs qui viennent pour une saison, surtout les joueurs étrangers. Donc la visibilité, vous l'avez à une saison. Donc comment voulez-vous qu'un joueur s'identifie davantage au SLUC Nancy Basket qu'au club dans lequel il sera l'année suivante? Même si donc, alors certes le type de management du coach, la façon dont il va être accueilli à Nancy, la façon dont on va discuter avec membre du directoire peut changer un peu la donne. Pour autant, ils sont sur des carrières extrêmement courtes. Donc dans leur idée, ils veulent à la fois du temps de jeu, à la fois de la visibilité, à la fois jouer une Coupe d'Europe et à la fois de l'argent, puisqu'ils savent que leur carrière est courte et que donc ils vont devoir mettre un maximum de côté sur une douzaine ou une quinzaine d'années max. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de valeur, ça sur la partie management. Et puis sur la partie un peu plus, je dirais un peu plus organisationnelle, les joueurs vont aussi s'identifier aux coachs, et les coachs, comme les joueurs, ils sont sur des CDD. Donc, on vient d'en parler tout à l'heure. Voilà, donc en fait ils ont 1 an, 2 ans de visibilité quand dans les cadres dans une entreprise, dès lors qu'on leur fait confiance, on va les responsabiliser, ils sont en CDI, ils ont je sais pas si c'est totalement un confort, mais ils ont capacité à se projeter sans se dire mais qu'est-ce qui va m'arriver dans 1 an, quoi. Voilà. Et les égos, c'est aussi, ça rentre. Est-ce qu'on a la caricature un peu, enfin l'image d'Épinal du sportif qui a un ego un peu surdimensionné, et c'est peut-être parfois compliqué, même si c'est pas vous encore une fois qui êtes en première ligne pour gérer ce genre de choses. Alors pour gérer ce genre de choses, par contre souvent. C'est vrai? Quand même, oui. Entre coach et joueur,
Oui, ils ont des égos qui sont très importants, mais ils ont des égos qui sont en adéquation avec leur ambition. Donc, il faut savoir parfois leur expliquer que même s'ils sont de grands joueurs, ils feront pas forcément la carrière de LeBron James, quoi. Donc, ça, c'est une chose. Et une grosse difficulté qui est plutôt une difficulté interne que nous avons vécue cette année, c'est quand vous avez un groupe de 10 joueurs et que vous avez un Mike Scott qui est adulé et adoré par tout le monde. L'équipe, c'est 10 joueurs. Donc, quand vous êtes dans le vestiaire, vous pouvez pas féliciter Mike Scott parce qu'il a fait un match d'enfer en oubliant les 9 autres, parce que c'est une team et que ils jouent pas tout seuls au basket, ils sont 5 sur le terrain. Et à l'inverse, c'est extrêmement compliqué. Je pense que ça fait partie des points d'adaptation compliqués pour Frank Mason, qui a fait une carrière certes moins longue, mais qui a fait aussi des passages remarqués en NBA. De se dire qu'en fait, il n'y en a que pour Mike Scott et c'est compliqué, en fait, quand vous avez une personne qui est dans la lumière et les 9 autres joueurs qui se disent, mais merde, nous aussi, on joue bien au basket. Si vous regardez l'évaluation du championnat, la meilleure évaluation du championnat, c'est Caleb Walker, juste derrière Stéphane Gombo. Et alors, certes, ce sont des joueurs qui sont très appréciés, mais la personne qui a fait l'identité un peu vis-à-vis du public, cette année, c'est Mike, parce que 650 matchs NBA, parce qu'un garçon d'une facilité à aborder, d'une proximité assez dingue. Mais il faut gérer un groupe à 10 joueurs. Ok, l'heure tourne, Aurélien Fortier, on va donner la parole à la salle s'il y a des questions. Normalement, il doit y avoir des micros qui sont à votre disposition. Qui se jette à l'eau. Oui. Sur Christophe Labbé. C'est bon. Non. Oui. Ouais. Sur la partie plus M-Énergie, un sujet d'actualité. Alors, vous êtes concerné peut-être pas au premier chef, mais quand même sur une partie de votre activité. On parle de plus en plus justement des décisions des pouvoirs publics de supprimer les chaudières au gaz. En quoi est-ce que ça va impacter votre activité et qu'est-ce que vous pensez de cette mesure qui semble assez commentée dans les milieux professionnels? Oui. Alors effectivement, oui, on a découvert de la même façon par voie de presse la déclaration du Premier ministre, qui n'a pas manqué de recevoir un courrier du SINASAV, donc qui est le syndicat des chauffagistes Muroil, 2 jours après. Je suis pas un grand fan du binaire sur toutes les décisions, et je vais faire une corrélation avec la problématique électrique aujourd'hui, à dire on veut électrifier le parc automobile. Aujourd'hui, on a la moitié des centrales nucléaires en France qui sont soit fissurées, soit qui sont dans l'incapacité de produire. Et chez Atalian, j'étais président des activités nucléaires du groupe, une société qui s'appelait Tenex, donc l'état des centrales, je le connais bien. Et je pense que on va droit dans le mur sur ce sujet, surtout quand finalement il y a une vraie décorrélation entre l'ambition de transition énergétique sur des solutions vertes, l'hydroélectricité ou l'éolien par exemple, et le photovoltaïque, et la réalité avec les freins que nous connaissons sur les durées de procédure administrative en France. Donc finalement, on va se retrouver en situation de dépendance énergétique sur l'électricité. Aujourd'hui, et sans trahir un secret, je donnerai pas de nom, mais il suffit de regarder un peu le panel dans la région. Quand vous avez un certain nombre d'acteurs qui finalement brûlent du gaz pour produire de l'électricité, y compris dans les usines de production d'énergie, si vous voulez, ça me fait quand même doucement rigoler. Je crois fondamentalement, pour vous répondre sur la partie gaz, qu'à mon avis, on va se diriger doucement mais sûrement vers des grosses unités de méthanisation ou de biomasse, enfin plutôt de méthanisation en environnement des métropoles ou des villes, et qu'on utilisera du gaz vert et qu'on alimentera les chaudières avec du gaz vert plutôt que du gaz issu d'énergie fossile. Maintenant, on peut revenir sur la notion d'énergie fossile du gaz, puisque le biogaz arrivera forcément à partir de matières organiques ou d'origine fossile. Et par rapport à votre activité, des inquiétudes ou pas? Alors, inquiétude, alors encore une fois, je vous redis la même chose qu'au début de notre échange. C'est une zone de fragilité. Par contre, ça nous oblige à faire preuve d'agilité sur nos solutions. Moi, je crois fondamentalement à la fois sur l'industrie, sur le tertiaire et sur le particulier, qu'on doit favoriser le mix énergétique.
Et à mon avis, les bonnes solutions à terme seront d'avoir à la fois du photovoltaïque, la production d'eau chaude sanitaire par du photovoltaïque, des pompes à chaleur hybrides, gaz, élec, et puis une bonne isolation, et ensuite des automates. Peut-être un tout petit peu d'intelligence artificielle sur ces sujets qui nous permettrait d'aller vers la solution énergétique la plus confortable et la moins onéreuse à l'instant T. Mais est-ce que M-Énergie est toujours fournisseur d'électricité et de gaz, fournisseur d'énergie? Alors on n'était pas fournisseur, mais on était revendeur par M-Énergie Distribution. Ça, c'était pour les particuliers. On a arrêté cette activité pour les particuliers parce qu'en l'occurrence, on était dépendant. On avait un contrat avec l'usine d'électricité de Metz. L'usine d'électricité de Metz nous expliquant qu'ils souhaitaient arrêter cette activité. Donc, on a été obligé, entre guillemets, de l'arrêter. On reste fournisseur de ce qu'on appelle le P1, c'est-à-dire fournisseur d'énergie sur l'alimentation des grosses chaufferies collectives pour les bailleurs sociaux et sur les bâtiments haussmanniens parisiens ou les syndics de copro. Mais là, on est revendeur du gaz apporté par Gaz Européen, Gaz de Bordeaux, Eni ou Engie. Mais on arrête sur la partie particulière. J'ai une question, c'est pas une question piège, peut-être un peu provocatrice, quoique. Donc je voulais savoir quel est votre regard en tant que président directeur du SLUC sur l'ASNL, sur ce qui s'est passé à l'ASNL, sur les difficultés rencontrées par le club, sur la gestion par les actionnaires. C'est un peu piège quand même. C'est extrêmement. Non, enfin, c'est extrêmement compliqué. Déjà, moi, je trouve la situation malheureusement profondément désolante, mais désolante pour le club. Je parle pour l'histoire de la SNL qui est quand même bien avant le basket à Nancy le premier sport historiquement à Nancy. Donc c'est absolument désolant de voir cette déchéance sportive. Ensuite, il se trouve que je connais très bien Jacques Rousselot et moi, pour tout ce qu'il a fait pour le club, j'en suis absolument désolé parce qu'on est tombé malheureusement sportivement bien bas. Je pense que la SNL aura capacité administrativement à se sauver, c'est mon sentiment. C'est pas la plus belle manière de se sauver, mais si ça leur permet de se sauver, alors tant mieux. Je crois que, sans jugement de valeur de ma part, mais je crois que quand on a des subventions de collectivités, on a l'obligation impérieuse de rendre des comptes et de ne pas bafouer ces partenaires publics qui nous aident, chose qu'on s'astreint à faire avec beaucoup de transparence avec la métropole et avec la région. Je pense que la SNL sur ce sujet a péché. Voilà. Pour ce qui est de la présence du président sortant, je vous avoue, et alors je suis ravi d'être bénévole, mais je vous avoue, quand on sait qu'un président, comme le président précédent, gagnait plutôt extrêmement correctement sa vie, je ne comprends pas qu'il n'ait pas été au turbin en permanence du matin au soir pour retourner la situation de ce club et redonner à la SNL ses lettres de noblesse. Ça me semble absolument incongru et moi j'ai toujours énormément de mal avec ce genre de sujet. Voilà. Je pense que si la SNL a cette capacité à faire ce que le Racing Club de Strasbourg a pu faire dans le passé, se reconstruire sur des bases solides pour revenir de l'avant, je suis convaincu que le terreau nancéen du foot aura cette capacité. Du moins, il y a un public incroyable parce que certes, les derniers matchs ont été gratuits. Pour autant, il y a bien 19 000 personnes qui se sont déplacées. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette culture foot à Nancy. Comme il y a la culture basket, en tout cas à Nancy. Exactement. Même le sport. Et moi, je crois que la SNL va réussir à remonter. Peut-être avec un nouveau projet. Je suis plus un fervent défenseur des initiatives locales et de l'ancrage territorial plutôt que des capitaux étrangers. Quand finalement on ne ressent pas son territoire, on ne le vit pas et on ne le fait pas vivre. Merci de votre franchise, Aurélien Fortier. Merci d'avoir essuyé les plâtres un peu en quelque sorte de ce premier numéro de Business Class, organisé donc par la semaine en collaboration avec IDMC, la Caisse d'épargne, la CCI de Meurthe-et-Moselle et l'Ordre régional des experts comptables. Merci à tous d'y avoir participé. Nous vous donnons rendez-vous dès septembre pour un prochain numéro. À bientôt. Merci. Au revoir.